C'est sans doute l'un des articles les plus importants que vous ayez écrits ces derniers mois, je dirais. Et voici le titre de votre nouveau papier. Comment la Chine et le Pakistan pourraient conclure le véritable accord. De quoi s'agit-il exactement? Et qu'est-ce que ça veut dire, Pepe? Exactement. Bien sûr, ce n'est pas comme si la Chine et le Pakistan allaient conclure un accord du jour au lendemain. Je ne peux pas résumer ça en un simple titre, aussi court soit-il, en disant qu'ils travaillent d'arrache-pied pour finaliser un protocole d'accord. C'est une toute autre histoire. C'est la première étape. Et ensuite, d'après les négociateurs, il y aura une période d'environ 30 à 60 jours pendant laquelle ils commenceront à discuter des détails, des vraies questions sérieuses. Donc, cet article a été assez particulier à réaliser. Et il est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai eu un accès direct à des informations privilégiées venant de personnes très proches des négociations, des Chinois, des Pakistanais, mais aussi des Iraniens. Certains de ces Iraniens, je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns, mais probablement pas tous. Et à ce stade, ils sont toujours remarquables pour partager des informations, pour accorder leur confiance. Ils savent que je respecterai fidèlement la mission qu'ils me confient. Et c'est une responsabilité immense. C'est la même chose avec les Chinois, ceux avec qui je parle ici à Shanghai. Shanghai n'est peut-être pas la capitale politique de la Chine, c'est plutôt la capitale économique et culturelle. Mais la circulation de l'information ici est tout simplement extraordinaire. Et il y a aussi une vraie tradition de pensée critique. Certains des chercheurs et analystes les plus brillants enseignent dans les universités de Shanghai, donc c'est vraiment l'endroit idéal pour être. Et puis, j'ai réactivé mes contacts avec le Pakistan. J'ai beaucoup d'affection pour ce pays et c'était formidable ces dernières semaines de renouer avec certains canaux très importants au Pakistan, notamment en raison de leurs efforts de médiation. Alors, quand on met tout ça ensemble, on peut écrire une chronique comme celle-ci. Évidemment, je ne peux pas citer de nom pour des raisons évidentes. Et les gens qui l'ont déjà lu, ceux liés à la diplomatie et au renseignement, ils adorent le fait que tout soit, je dirais, construit comme un récit très solide, très réaliste, mais sans citer de nom. On y met surtout en avant le rôle crucial de 3 acteurs. L'Iran, qui rend, je dirais, les choses assez claires, presque évidentes pour les Pakistanais en tant que médiateurs, et la Chine, en arrière-plan comme garante, avec des positions qui, depuis le début, ont toujours été très nettes. Et tu le sais bien, Nima, tu en parles depuis le début. On sait que les positions essentielles de l'Iran n'ont pas changé et ne changeront pas. Les Pakistanais, eux, sont dans une situation vraiment très difficile et beaucoup de gens sont extrêmement impressionnés par la façon dont ils s'en sortent. Parce qu'ils servent d'intermédiaires entre, d'un côté, l'administration Trump, extrêmement instable, à qui on ne peut tout simplement pas faire confiance, ni dans ce qu'elle dit, ni dans ce qu'elle fait, et de l'autre, les pétromonarchies du Golfe, qui essaient de réfléchir à la suite. Et cette suite ne se fera pas sous le parapluie sécuritaire américain. Il y a aussi l'Iran, bien sûr, parce que l'Iran et le Pakistan discutent en permanence du processus lui-même. Et puis la Russie, évidemment, car tout le monde sait que la guerre par procuration en Ukraine, l'opération militaire spéciale, entre dans une phase complètement différente, et c'est la grande préoccupation de Moscou en ce moment. Mais ils gardent un œil attentif sur l'Iran, parce qu'ils savent que les deux conflits sont totalement liés. Et bien sûr, il y a la Chine. Et c'est formidable d'être en Chine en ce moment précis, parce que nous venons d'avoir 3 rencontres extrêmement importantes, Nima, à 1 semaine d'intervalle chacune. Tout a commencé avec la visite de Trump, qui, comme on le sait, n'a rien donné de vraiment sérieux.
Mais bien sûr, Xi Jinping observait de très près ce qui pouvait bien se passer dans la tête de ce président des États-Unis, âgé de 4 ans de mandat. La semaine suivante, le président Poutine est venu à Pékin, et là, on est passé aux choses sérieuses. Ils ont publié leur déclaration commune, qui trace en quelque sorte la voie pour construire un monde multipolaire. Et ils ont eu une cérémonie du thé de plus de 2 heures, très privée. Il n'y avait que Xi, Poutine, 3 membres de chaque délégation et les traducteurs. Ils ont surtout parlé des États-Unis, qu'ils jugent incontrôlables, de la guerre en Ukraine et bien sûr de l'Iran. Alors, ce qui s'est passé plus tôt cette semaine, Nima, était encore plus remarquable. Une délégation pakistanaise de tout premier niveau a été reçue par Xi Jinping à Pékin lundi. Tout le monde était là, leur principal négociateur, le maréchal Asim Munir, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, tout le monde. Évidemment, c'était lié à l'anniversaire de la relation spéciale entre la Chine et le Pakistan, au projet de la nouvelle route de la soie, et ainsi de suite. Mais bien sûr, Xi Jinping avait besoin d'entendre directement des Pakistanais ce qu'ils font concrètement dans le domaine de la médiation, avec le plein soutien de la Chine. Donc quand on met ces 3 visites bout à bout, Nima et vous tous, voilà, c'est la feuille de route des acteurs les plus importants d'Eurasie qui essayent d'organiser une sortie de cette guerre. Évidemment, ces gens-là, ceux qui sont à la table, ceux qui négocient, sont très très intelligents et ce sont des praticiens de la réelle politique. Ils ne se font aucune illusion. Ils savaient déjà, bien avant ce qui s'est passé ces derniers jours, que le lobby sioniste irait jusqu'au bout pour écraser, détruire, faire exploser toute possibilité d'accord. Et c'est exactement le stade où nous en sommes aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire que la possibilité d'un protocole d'accord est morte? Non. Et c'est justement le point principal de la chronique. Ce n'est pas mort, mais on est à un moment très très dangereux, cette semaine, et au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Si, disons, dans les 6 ou 7 prochains jours, on arrive à franchir cet abîme, il y a une vraie possibilité qu'on obtienne un protocole d'accord, et bien sûr, le début de négociations détaillées. Est-ce que ce serait une solution? Bien sûr que non, parce qu'on sait très bien que, encore une fois, comme le dit notre grand ami, le grand maître Sergei Lavrov, les États-Unis sont incapables de tenir un accord. Et tous ces acteurs, Nima, ils le savent, et ils doivent faire avec. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent s'arrêter ou se décourager. Non, ils continuent à faire leur travail. C'est incroyable. C'est comme une colonie de fourmis qui construit quelque chose à l'intérieur même de la colonie. Ils travaillent sans arrêt, jour et nuit, tout le temps. Et bien sûr, il y a certains de ces progrès qu'on peut vraiment voir, comme la possibilité que ces 12 milliards de dollars déposés dans les banques qataries soient enfin débloqués. On en est à un point où ça pourrait vraiment arriver. Mais ça reste un détail parce que les Iraniens disent « Écoutez, on nous doit au moins 100 milliards de dollars. » Donc avant d'en arriver là, il y a encore un très long chemin. Et bien sûr, il y a eu des provocations contre l'Iran plus tôt cette semaine, évidemment. L'Iran a décidé de ne pas réagir avec force. Pourquoi? À cause de l'Aïd, à cause du pèlerinage à la Mecque. Ils ne veulent pas que cela déborde et mette en danger les pèlerins venus du monde musulman entier qui se trouvent en ce moment en Arabie Saoudite pour terminer leur Hajj. La semaine prochaine, ce sera fini. Donc on peut s'attendre à une réponse iranienne beaucoup plus ferme qu'elle ne l'a été jusqu'ici. Il y a donc cette tension entre la voie diplomatique et celle du renseignement qui continue d'avancer malgré tout contre toute attente. Mais à tout moment, quelque chose peut survenir et faire s'effondrer tout l'édifice. Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cet article.
Oui, c'est un texte difficile à lire, mais j'essaie de l'expliquer de la façon la plus claire possible, directe, en mettant en avant les priorités de chaque camp. Et bien sûr, j'insiste sur le fait que si on suit une voie vers la paix, comme les négociateurs essayent de le faire, tout le jeu change complètement. En réalité, il a déjà changé, Nima, comme on le sait déjà. Nous sommes déjà dans l'ordre post-américain établi en Asie de l'Ouest. On ne sait pas encore comment il va se structurer, mais c'est déjà un tout nouveau jeu. Et cela alimente la désespérance, l'impuissance, la colère et la fureur du côté américain, et surtout du côté sioniste international. Tu sais, Ben Gvir a dit aujourd'hui qu'Israël ne laisserait pas Donald Trump signer un mauvais accord avec l'Iran. Franchement, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Ce sera un mauvais accord pour les États-Unis, pour Israël, surtout pour Israël, parce que je ne vois pas vraiment ce que les États-Unis y gagnent. Tout tourne autour d'Israël. Ce sont toutes les bases américaines dans la région qui se battent. En gros, la raison principale, c'est Israël. C'est pour ça qu'ils sont si désespérés en ce moment. Ils attaquent le Liban, dans le sud du pays. Ils ont défini une ligne jaune dans le sud, et maintenant ils la franchissent. Ils disent que cette ligne jaune n'a plus d'importance. À chaque fois, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Comme tu viens de le dire, il se passe toujours quelque chose. Je ne sais pas à quel point c'est important, à quel point c'est critique, ni si ce genre de négociation ou de discussion peut vraiment durer. Oui, on sait qu'il se passe beaucoup de choses, Nima. Par exemple, après cet article, j'ai reçu une nouvelle série d'informations que je vais sans doute utiliser pour un autre papier, peut-être avant la fin de la semaine ou au début de la suivante. Tout avance très vite. Mais bien sûr, ils doivent se préparer à une ingérence particulièrement agressive de la part de tous les suspects habituels à Washington, tous les néoconservateurs, tous les sionistes, l'international sioniste, tu vois, cette taxe du sionisme un peu partout. Et évidemment, comment vont-ils réagir? Par exemple, l'une des questions que j'ai posées à un des négociateurs, il m'a répondu de manière assez indirecte en fait. Je demandais, d'accord, imaginons qu'on ait une voie vers un accord et qu'Israël décide que non, ils vont continuer à bombarder le Liban, à annexer illégalement des terres libanaises et à tuer des civils libanais par centaines, comme ils le font depuis des mois. Comment l'Iran va-t-il réagir? Est-ce que l'Iran va s'en tenir strictement à un accord avec les États-Unis ou est-ce qu'il va répondre aux horreurs israéliennes, les seules choses qu'ils savent faire? Bien sûr que l'Iran va répondre. Et l'Iran dira aux États-Unis, « Écoutez, ça peut sortir du cadre de notre accord, mais on vous l'a dit dès le départ, si les sionistes se déchaînent, nous répondrons. » C'est ça. Mais la question c'est, est-ce que l'administration Trump va reconnaître que c'est bien le cas? Probablement pas. Donc tu vois, on passe d'une impasse à une autre. Et c'est justement pour ça que c'est si dangereux. Mais malgré tout, il faut garder une attitude positive face à tout ça, parce qu'il y a une vraie possibilité sur la table, en discussion. Alors, je pense que nous tous, on doit insister là-dessus. Sinon, Nima et vous tous, on abandonne, et là, la guerre recommencera. Et cette guerre va détruire ce qui n'a pas encore été détruit, non seulement en Asie de l'Ouest, mais aussi dans l'économie mondiale. Est-ce que ces gens-là, ces fous, ces terroristes fanatiques, sont assez fous pour faire ça? Oui, c'est vrai. Ils s'en fichent complètement. Et c'est pour ça que c'est si dangereux. Vous avez affaire à une bande de tueurs. Vous êtes face à une machine à tuer gigantesque, l'une des plus cruelles de l'histoire moderne et même de toute l'histoire.
Pépé, comment vois-tu le rôle du Qatar? Tu as parlé des Iraniens. On sait que l'Iran, avec le président du Parlement, le gouverneur de la Banque centrale et le ministre des Affaires étrangères, s'est rendu au Qatar à propos de ces 12 milliards de dollars dont tu viens de parler. C'est la moitié des avoirs iraniens gelés à l'étranger. Alors comment vois-tu le rôle du Qatar? Est-ce qu'il s'implique davantage? Parce qu'avant, on avait le Pakistan, et tu as dit que le Pakistan joue en ce moment un rôle très important. Mais selon toi, quel est le rôle du Qatar et du CCG? Oui, les principaux médiateurs, c'est le Pakistan. Le Qatar, eux, ne veulent pas s'impliquer. Le Qatar veut se protéger de tout effet secondaire, de tout impact négatif sur son économie. Ils ont déjà beaucoup souffert. Donc pour eux, débloquer ces fonds qui sont dans les banques qataries, ce n'est pas un gros problème. Ce n'est pas de l'argent qatari, c'est juste déposé dans leur banque et ils peuvent le faire. Et même Trump peut présenter ça aux États-Unis, à l'opinion publique, en disant « Regardez, ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont les Qataris. » Donc c'est une solution qui arrange tout le monde. Et les Iraniens le savent. C'est pour ça qu'ils ont envoyé cette délégation de tout premier niveau à Doha. C'est quelque chose de faisable. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Mais quand on arrive au dossier vraiment inextricable, tout ce qui touche au nucléaire, au programme balistique iranien, au soutien à l'axe de la résistance, ou encore au nouveau statut du détroit d'Ormuz, là c'est une autre histoire. Alors là, on sait que c'est l'enfer. On pourrait avoir des années de négociations sur chacun de ces sujets, non? Donc, juste pour donner une idée de l'état d'esprit dans ces discussions en ce moment, ils savent que, bon, on peut obtenir un petit succès ici, un autre là-bas, et que ça peut commencer à créer une dynamique. Et peut-être que ça finira par montrer, surtout à l'Occident, oublions les fichus sionistes, surtout à Trump et à son entourage, que c'est inévitable, qu'il n'a qu'une seule issue possible, conclure une sorte d'accord qu'il pourra présenter à l'opinion publique américaine comme une victoire, à la manière de Trump, comme si c'était un show de MMA. Peu importe. Tant que l'Iran obtient le respect de ses droits, de sa souveraineté, de son indépendance et des sacrifices qu'il a consentis, il se moque complètement de la façon dont ce sera vendu aux États-Unis.